Je propose maintenant qu'on accueille Jacques-Antoine Malarevitch. Bienvenue Jacques-Antoine. Donc Jacques-Antoine Malarevitch est médecin et psychiatre. Il partage son temps entre son travail de consultant et son cabinet de psychothérapeute. Il intervient comme coach auprès de dirigeants et d'équipes de direction. Il est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'approche systémique en entreprise et à la thérapie familiale et à l'hypnose ericksonienne. Et nous avions souhaité convier Jacques-Antoine sur les biais cognitifs et l'hypnothérapie, toujours dans cette recherche sur ce concept de temporalité. Je suis heureux d'être dans la mode puisque vous me posez des questions sur les biais cognitifs. Je ne sais pas si je vais y répondre. D'abord, j'ai envie de dire que, effectivement, je vais parler en tant que psychiatre et psychothérapeute. J'ai envie de dire que dans mon métier, dans les personnes que je vois, dans mon cabinet, ce qui me paraît le plus difficile pour elles, donc ça veut dire pour chacun de nous, c'est la réalité. Rien de plus difficile, se coltiner la réalité, il faut bien faire avec. Et puisqu'il est question de biais cognitifs, j'ai envie de dire que notre cerveau, puisque c'est difficile de s'en passer, nous propose ce que moi j'appelle des ruses ou des tromperies, comme dans le titre de l'ouvrage qui vient d'être vous être présenté. J'ai envie de dire des ruses de l'esprit, que l'esprit s'applique à lui-même et qui nous permet d'être cohérent avec cette réalité, parce que la réalité, quand on en parle, généralement, on considère que c'est à l'extérieur de nous, mais en fait, entre cet extérieur, de façon très artificielle, et l'intérieur, c'est-à-dire la représentation qu'on en a et qui nous donne une identité, il y a, je crois, ces biais, c'est-à-dire ces ruses, ces manœuvres qui nous permettent d'enjoliver, de déformer, d'arranger cette réalité ou les informations qui nous proviennent de cette réalité pour en faire quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, pour en faire quelque chose d'une représentation cohérente. On a besoin d'être cohérent, en tout cas c'est une espèce de devoir qu'on a envers nous-mêmes, et je crois que cette cohérence, elle relève elle-même, c'est quelque chose qui vient d'être dit, d'abord de la rationalité. Je vais revenir ce qu'il en est de la rationalité à propos du temps en psychologie. Donc, on se doit d'être rationnel et on se doit, et ça c'est probablement une évolution relativement récente, c'est-à-dire de quelques dizaines d'années, on se doit de se conforter en tant qu'individu, ce qui est probablement une chose très importante dans l'évolution des mentalités depuis, disons, quelques siècles. Alors, par rapport au temps, quelle est la rationalité, encore une fois, dans le champ de la psychologie ? La psychologie est entre guillemets victime d'une rationalité relativement simple qui correspond à ce qu'on appelle la flèche du temps. C'est une invention du 19e. C'est-à-dire, nous avons l'impression que au passé succède le présent et au présent succède le futur. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que l'essentiel des théories en psychologie sont des théories qui s'intéressent d'abord et avant tout au passé, moins au présent. Alors, de ce point de vue-là, par exemple, par rapport au présent, je trouve intéressant tout ce qu'a écrit Bergson, qui quand même au début du XXe a été une chose assez fondamentale, je crois. Et donc, à partir du moment où nous sommes soumis à cette rationalité, où, encore une fois, la psychologie est soumise à cette rationalité qui veut qu'il y ait d'abord le passé, ensuite le présent et ensuite le futur, l'essentiel de la psychologie s'est construit sur donc, le passé, et les recherches dans le passé qui puissent expliquer, on est dans évidemment la mémoire épisodique, les événements du passé qui puissent expliquer le présent, et notamment évidemment en termes de souffrance, en termes de pathologie, et éventuellement préparer le futur. Ça, c'est le premier biais, c'est-à-dire cette rationalité, je vais y revenir. Le second biais, puisqu'il faut utiliser ce terme, c'est la notion de traumatisme. Je suis encore une fois en psychopathologie, dans la psychopathologie. On sait bien que dans l'histoire de la psychopathologie et de la psychologie, c'est à Charcot qu'on doit cette importance du traumatisme. Je vous rappelle rapidement que Charcot était neurologue. Il a écrit des choses très intéressantes sur l'épilepsie.
qui relève effectivement d'un traumatisme, et il a transposé, peut-être un peu par facilité, à l'hystérie, parce que tout le monde s'excitait sur l'hystérie à cette époque. Je signale que depuis 1980, officiellement, l'hystérie n'existe plus. C'est quand même une chose assez extraordinaire, puisque ça montre bien que la psychopathologie et la classification des maladies mentales est une chose très relative. Donc, il a transposé à l'hystérie la notion de traumatisme dont on sait qu'elle a été, disons, universalisée par Freud. Et la psychologie vit, encore une fois, à la fois dans cette attirance pour le passé et cette attirance pour le traumatisme comme étant explicatif de problèmes actuels et éventuellement futurs. Et c'est là que la notion de résilience est intéressante, relativement récente, bien que connue depuis longtemps. Le terme résilience, d'ailleurs, est utilisé à tort et à travers. Maintenant, il y a des pays résilients, il y a des entreprises résilientes, jusqu'à ce que le terme résilience soit confondu avec le terme de guérison, en fait. C'est comme si on ne pouvait guérir que dans la résilience maintenant. Mais en même temps, la résilience, cette notion de résilience remet en question le caractère, disons, délétère du traumatisme, puisque, initialement en tout cas, ce sont des choses qu'on connaît depuis longtemps, en tout cas en médecine, et même, par exemple, en philosophie, par exemple, 70% des philosophes sont des orphelins, ce qui est quand même une chose intéressante. Ça ne profite pas tellement aux parents, et il vaut mieux être orphelin pour être un grand philosophe. Donc, il y a vraiment quelque chose de très prégnant en psychologie, et encore une fois, c'est à ce titre ou sur cette science que je me penche pour en parler. C'est donc la rationalité passé, présent, futur et l'importance du traumatisme. Ce qui fait que l'essentiel de la psychologie, l'essentiel de la psychopathologie, c'est-à-dire l'explication de la souffrance psychique, et donc l'essentiel de la psychothérapie se fait vers le passé, se tourne vers le passé. Et donc, à partir de là, il y a, encore une fois, ce qu'on peut appeler des biais qui ne sont pas faciles à accepter dans ce contexte que je viens de définir. J'ai tendance à penser, évidemment, je ne suis pas le seul, que à cette logique rationnelle et linéaire passé, présent, futur, il conviendrait plutôt de substituer une logique non linéaire, circulaire, qui partirait du présent vers le passé, retour vers le présent et vers le futur, c'est-à-dire, il me semble que le biais, et encore une fois, c'est ce qui nous permet probablement d'être cohérents, c'est que dans le présent, nous réévaluons constamment le passé pour le rendre cohérent avec le présent. Autrement dit, le point de départ, c'est le présent et non pas le passé, et éventuellement pour aller vers le futur. Et en tout cas, dans mon travail auprès des patients, c'est évident qu'ils viennent avec la pensée linéaire et qu'ils ont du mal à accepter le fait, autre notion importante, qu'ils évaluent le passé en fonction des croyances actuelles. C'est ce qu'on voit dans l'actualité de façon évidente en ce moment. C'est-à-dire, et ça c'est une vieille expérience quand même, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion ou l'effet Rosenthal, ça date de 1968, c'est-à-dire nous avons tendance à privilégier dans les informations qui nous parviennent de l'extérieur, donc de ce qu'on appelle la réalité, les informations qui préservent nos croyances, et nous avons tendance à négliger les informations qui remettent en question nos croyances. Et donc, l'essentiel du travail, me semble-t-il, en psychothérapie, consiste à remettre en question ce biais, c'est-à-dire à substituer au linéaire le circulaire. C'est-à-dire le fait que chacun, encore une fois, par rationalité et pour se conforter dans son individualité, a tendance à construire le passé selon les intérêts du présent, sans en avoir, je vais utiliser un terme très, très générique, sans en avoir pleinement conscience. Voilà. Donc voilà le biais ou les biais qui me paraissent les plus prégnants dans notre psychologie quotidienne. Alors justement, face à ces biais cognitifs, comment y remédier?
Alors, je sais que c'est une question peut-être qui peut être développée pendant des heures, mais par l'hypnothérapie, par exemple. Je ne vais pas vous répondre directement sur l'hypnose parce que l'hypnose est un lieu de fantasmes absolument extraordinaire. Bon, donc j'y répondrai après. Mais c'est vrai que quand vous me demandez comment y remédier, je ne suis pas sûr qu'il faille toujours y remédier parce qu'encore une fois, dans la mesure où ces biais, ce que j'appelle ces biais, ou ces ruses de l'esprit sont pertinentes en termes de cohérence, nous servent à gagner en cohérence dans notre être au monde, je ne suis pas sûr qu'il faille y remédier. Sauf que, bien évidemment, en cas de problème, ce qui paraît le plus évident, le plus difficile, quand je disais tout à l'heure, au tout début, ce qui nous dérange, c'est la réalité, et ce qui nous dérange d'abord et avant tout sont les autres. Parce que les autres, eux-mêmes, se trimballent avec leur réalité, qui n'est pas toujours en cohérence avec la nôtre. Donc, on s'arrange avec la réalité des autres, plus ou moins, quelquefois avec des biais, quelquefois sans biais. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille toujours les corriger. Mais en tout cas, il est évident, là je suis d'accord avec le terme corriger, il est évident que dans un contexte de souffrance, dans un contexte, disons, pathologique, il faut quelquefois y remédier. Alors, il y a deux façons d'y remédier, en tout cas dans ce que je connais. Quand je dis dans ce que je connais, c'est-à-dire que je ne connais pas les médicaments, par exemple. Ça ne me paraît pas, pour moi en tout cas, le plus pertinent, le plus intéressant. Plus intéressant plutôt que pertinent. Il y a tenir compte davantage des autres, c'est-à-dire des biais des autres, parce que chacun, encore une fois, se promène avec ses biais, ses propres arrangements avec la réalité. Et donc ça relève effectivement de ce qu'on appelle l'approche systémique, et éventuellement se servir de l'hypnose pour corriger ces biais, ou en tout cas l'appréhension qu'on peut avoir. Mais les deux démarches, je crois, sont radicalement différentes, même si historiquement, elles se sont rencontrées à Palo Alto dans les années 40 et 50 aux États-Unis. Bon. Alors, l'approche systémique, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent ça très bien, mais en gros, c'est plutôt une approche donc, née dans les années 40 et 50 aux États-Unis, connue donc en partie sous les termes d'école de Palo Alto, qui s'intéresse plus aux relations, aux interactions, c'est-à-dire au lien avec la réalité extérieure, qu'à l'intrapsychique. L'intrapsychique étant effectivement clairement dominant en psychologie, comme son nom l'indique. Donc, en systémique, on va mettre en évidence, d'abord on va travailler plutôt avec un groupe, une famille, un couple, et on va plutôt aider chacun, là aussi je vais utiliser un terme très générique, à prendre conscience des biais de l'autre, ou en tout cas des représentations qu'a l'autre de la même réalité. Parce qu'il semble bien, je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça, que chacun n'a pas la même représentation de la même réalité. Alors, en ce sens, la systémique a été très influencée par le constructivisme de Korzybski, dont on connaît tous une phrase qui est « la carte n'est pas le territoire ». Autrement dit, nous avons tous des représentations de cette réalité et quelquefois nous nous entendons avec les autres ou nous entendons mal ou moins bien avec les autres quant à la cohérence de ces représentations. Donc la cohérence n'est pas seulement à l'intérieur de l'individu, elle est également avec les représentations des autres. Bon. Alors je vais prendre un tout petit exemple. Je vois beaucoup de couples. Quand un couple vient en thérapie, chacun estime que s'il y a un problème, c'est à cause de l'autre. C'est évident, et c'est parfaitement symétrique. Donc à partir du moment où c'est parfaitement symétrique, c'est insoluble, puisque chacun est persuadé d'avoir raison. Chacun vient également en thérapie avec la ferme intention de faire pour la millième fois les reproches qu'il a déjà fait à l'autre, en se servant du thérapeute comme d'un témoin, évidemment, privilégié, compréhensif, etc., etc. Mais si je pose la question, un petit exemple, si je pose la question, par exemple, à monsieur, d'après vous, quels sont les reproches que vous fait votre femme? Là, généralement, là, il est totalement désarçonné parce qu'il était prêt à sortir ses reproches, mais jusque-là, a priori, il n'a pas, j'ai envie de dire, sérieusement réfléchi aux reproches qu'elle
lui fait. Donc là, il y a déjà, où il peut y avoir un début de commencement de confrontation de représentation qui peut changer pour lui et évidemment pour elle quelque chose, je vais reprendre un terme qui a été déjà prononcé, la co-construction du problème. En fait, tout problème se co-construit. Mais en même temps, chacun pense que c'est plutôt l'autre qui le construit ou qui en est à l'origine. Donc là, voilà, c'est une façon de remettre en question une représentation, et une représentation très individuelle, très stigmatisante pour l'autre. On est dans une grande banalité, parce qu'on est dans une logique aussi de victimisation, avec tout ce que ça suppose de réparation, etc., etc. Donc c'est en cela que, par exemple, l'approche systémique va permettre d'apporter un autre regard, autrement dit un enrichissement et une confrontation de représentations différentes les unes des autres, dans un même groupe. Donc encore une fois, c'est la juxtaposition des réalités ou des représentations de la réalité qui peuvent changer la donne et modifier la réalité de chacun, en tout cas dans cette logique de co-construction. Ce n'est pas évident à faire accepter que, par exemple, dans un couple, un problème est co-construit. Alors l'hypnose, c'est autre chose. C'est autre chose parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est le lieu de beaucoup de fantasmes. L'hypnose, c'est quand même, le terme date du milieu du 19e. On sait que historiquement, c'était quelque chose de très important, ne serait-ce que par rapport à Freud et à la psychanalyse. C'est quelque chose qui revient. Vous avez, Raphaël a utilisé tout à l'heure le terme d'hypnose ericksonienne. Erickson était quelqu'un qui a totalement changé la pratique de l'hypnose. Il a lui-même été à l'origine d'autres techniques que peut-être certains d'entre vous connaissent, comme la PNL. Et donc, il a fait de l'hypnose un travail relationnel, ce qui fait que l'approche systémique est en bonne partie issue de l'hypnose ericksonienne, en tout cas historiquement au travers d'un certain nombre de personnages. Alors l'hypnose, ça ne se passe pas dans les relations avec les autres, ou en tout cas pas directement, ça se passe d'abord et avant tout dans le corps. Dans le corps. Et la façon de travailler avec ce qui peut être un biais qui puisse amplifier une souffrance, un problème, je vais prendre là aussi un exemple très simple, c'est que une des ruses de l'esprit qui là provoque un effet délétère, c'est que par exemple, plus on s'intéresse à une douleur, qui dès lors devient chronique, plus la douleur est amplifiée, parce que la douleur, en quelque sorte, a cette capacité de s'autonomiser, qui est que plus l'offre d'attention s'applique à la douleur, plus la douleur va en quelque sorte s'amplifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en hypnose? Par exemple, en cas de douleur chronique, on peut travailler avec des gens qui ont des problèmes de cancer, avec des douleurs chroniques, très invalidantes, etc. On peut leur apprendre, et le terme apprentissage est très important, on peut leur apprendre dans le paradoxe, parce que le paradoxe est déjà, comment dire, j'ai envie de dire, un super biais, puisqu'il porte atteinte à la logique habituelle. Donc, on peut apprendre à la personne à développer une douleur dans une autre partie du corps. Et cet apprentissage va considérer qu'il peut permettre à la personne, dans la mesure où elle se montre capable à ses propres yeux, de développer elle-même une douleur, elle peut apprendre à contrôler la douleur dont elle se plaint. Par exemple, il y a eu des tas de travaux sur un paradoxe absolu qui est la douleur des membres fantômes. Non seulement il y a un bras en moins, mais en plus il fait mal, par exemple. Donc là, c'est une application, en tout cas pour partie pour les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, des techniques d'hypnose. Pourquoi? Parce qu'avec l'hypnose, on va rendre réel le membre absent, de façon à réapprendre à la personne ou à permettre à la personne de réapprendre à contrôler. Les termes apprentissage et contrôler vont ensemble, à contrôler en l'occurrence la douleur. Donc, l'approche systémique et l'hypnose, comment dire, suivent des chemins différents, mais ce qu'elles ont en commun, ces deux approches, c'est vraiment d'être dans une logique d'apprentissage.
d'apprendre à contrôler ou à de nouveau contrôler. Et c'est là que le paradoxe est important, en tout cas en systémique. On parle également d'approche paradoxale. Autrement dit, ce qu'on peut apprendre aux patients, c'est à un patient ou une famille ou à un couple, c'est de faire mieux volontairement ce qu'elle subit involontairement. Évidemment, c'est un énoncé très, très paradoxal qui peut, je le précise d'emblée, un peu faire peur, parce qu'évidemment, ce sont des techniques qui sont utilisées avec beaucoup d'expérience et beaucoup de précautions. Donc, on peut, avec ces techniques, corriger des biais ou mettre d'autres biais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure initialement, je crois que les biais, quand on est biais, on ne peut pas faire autrement que de poursuivre une certaine normalité. On est bien obligé puisqu'il y a de la souffrance en face. Donc, on remplace des biais par d'autres ou on va corriger un biais par une normalité, par exemple, qui peut être acquise en termes d'apprentissage. Est-ce que ce sont les mêmes phénomènes qui contrôlent la durée ou qui peuvent contrôler la dilatation du temps perçu pour l'individu lorsqu'il souffre notamment? Alors, c'est vrai que là, je vais revenir à l'hypnose parce que c'est un drôle de truc, l'hypnose qu'on ne connaît pas vraiment clairement. Mais ce qu'on peut retrouver spontanément dans l'hypnose, dans une séance d'hypnose, ou plus exactement au décours d'une séance d'hypnose, c'est que le sujet, la personne, c'est une expérience subjective, peut soit avoir une sensation de dilatation du temps, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire une séance qui dure 1 heure, elle a l'impression que ça a duré 3 heures, ou tout à l'inverse, peut avoir la sensation d'un rétrécissement du temps, c'est-à-dire elle a le sentiment que une séance très longue a été très courte ou une séquence très courte a été très longue. Donc il peut y avoir une distorsion du temps, mais qui survient spontanément. Dans l'hypnose, et là on rentre dans le domaine des fantasmes, il y a un fantasme qui reste encore très, très, très courant, malheureusement, c'est la notion de l'hypermnésie. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup de gens, c'est pas rare, notamment à la suite d'une émission à la télévision, viennent voir un hypnothérapeute en lui disant « Je suis persuadé, et on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur l'importance du traumatisme, je suis persuadé d'avoir subi un traumatisme à 1 an, 2 ans, 3 ans, voire in utero, voire dans des vies antérieures, on peut aller très loin comme ça, et j'attends l'hypnose de retrouver le traumatisme. » Alors, a priori, ça ne marche pas. Enfin, je pense qu'il y a de nombreuses expériences qui ont été faites aux États-Unis. Il y a eu toute une période, notamment dans les années 90, où il y a eu un mouvement très puissant aux États-Unis qui s'appelait les personnalités multiples, où on pensait qu'effectivement, alors c'est un contexte très particulier, je vais être rapide, mais on pensait que quelqu'un pouvait éventuellement avoir plusieurs centaines de personnalités, avec évidemment une définition très extensive de ce qu'est la personnalité, avec en plus une amnésie entre chaque personnalité, et qu'à chaque personnalité correspondait à un traumatisme. Bon. Alors, ça a donné lieu, parce qu'on est quand même en psychothérapie dans une logique également très consumériste, à l'apparition d'un nouveau syndrome qu'on appelait le False Memory Syndrome. C'est-à-dire, on peut très facilement, avec de l'hypnose, créer des faux souvenirs. Enfin, quand je dis très facilement, c'est-à-dire ça suppose évidemment la complicité active et la croyance du thérapeute ou de l'hypnothérapeute, et ça suppose, comme je disais tout à l'heure, le besoin de croyance de la personne. Donc, il peut y avoir de l'hypermnésie, ou en tout cas, certains y croient. Évidemment, vous l'aurez compris, je n'y crois pas. Et puis, il y a autre chose qui touche également sur la question de la durée, même de façon incidente, et qui historiquement dans l'hypnose était très important, c'est ce qu'on appelle les suggestions post-hypnotiques. Quand Freud, en 85-86, vient en France, il vient à Paris, voir Charcot, et il va à Nancy voir Bernheim. Et Bernheim était le spécialiste des suggestions post-hypnotiques. Ce qui a énormément frappé Freud, parce qu'évidemment, tout cela est irrationnel, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une suggestion post-hypnotique? C'est une suggestion, un ordre donné au cours de la séance d'hypnose, et qui ne produit ses effets qu'après la séance d'hypnose. Ce qui est évidemment très frappant.
Mais on est là dans une expérience très subjective, mais ça touche indirectement à la question de la durée, puisqu'il y a une espèce de collapsus entre le moment où la suggestion est donnée et le moment où elle produit un effet. C'est-à-dire le temps, d'une certaine façon, s'efface. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement utiliser en hypnose. Personnellement, là, je donne mon avis personnel, ça me paraît un peu trop baguette magique pour être pertinent, en tout cas de façon durable. En tout cas, tous ces éléments-là, là, je vais encore ailleurs, dans des marges. Je veux dire, il y a toute une littérature autour de, ou à partir de Kubler-Ross sur les MDE, c'est-à-dire les expériences proches de la mort, où il y aurait ces personnes qui expliquent que dévissant de la montagne pendant 5 secondes, elles revivent toute leur vie en quelques secondes avec une quasi-immobilité des souvenirs. Donc, on touche là à des domaines très subjectifs, très, très subjectifs. Je suis loin des sciences cognitives et j'ai pas d'appareillage pour le démontrer, sûrement pas. Voilà. Alors justement, revenons à ces biais cognitifs avec une question peut-être plus naïve. Est-ce que vous avez des exemples de biais cognitifs illustres ou peut-être les plus fréquemment rencontrés? Si vous faites, je veux dire, il y en a de très nombreux, mais là, il faut mettre l'histoire avec un grand H. Napoléon III invente les Gaulois. Alésia, la statue de Vercingétorix, elle est trait de Napoléon III. 1920, canonisation de Jeanne d'Arc. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, même De Gaulle a participé au fait que les Français avaient été en majorité des résistants. Enfin, pourquoi? Pour assurer encore une fois la cohésion du pays. On a expliqué aux Allemands après la Seconde Guerre mondiale que les exactions, c'était les SS et pas la Wehrmacht du grand-père. On a expliqué aux Suisses que le pays était resté neutre pendant toute la guerre. Donc, je veux dire, même l'histoire avec un grand H peut subir des biais, comme je disais tout à l'heure, qui font que l'histoire est écrite davantage comment dire, pour aider à la cohérence du présent que par rapport à la réalité historique. L'histoire foisonne. Et je pense que pour chacun d'entre nous, on peut se trouver dans des situations où on peut s'apercevoir qu'on a réécrit l'histoire. Et encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, ça me paraît parfaitement respectable et même souvent utile. Un grand merci Jacques-Antoine. Je ne sais pas si on a des questions, on a des remerciements du chat. Donc merci Jacques-Antoine de ces témoignages. C'était très éclairant, c'était passionnant. Merci.